Bonjour à tous, bienvenue à cette masterclass sur le thème Bien gérer sa relation bancaire, qui est donc organisée avec le cabinet CAPEC et qui est donc rendu possible grâce au soutien du Grand Chalon et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Cet événement est organisé par Nicéphore Cité, le pôle d'ingénierie numérique du Grand Chalon, et nous avons pour principale mission d'accompagner les entreprises industrielles dans leur transformation numérique et les porteurs de projets dans leur développement. Et c'est donc l'objectif de ce cycle de masterclass, c'est de vous informer et vous sensibiliser aux thématiques importantes dans le développement de votre activité et la gestion de votre entreprise. Donc, avant de laisser la parole à nos intervenants, je souhaiterais vous présenter rapidement le projet actuellement mené par le Grand Chalon, l'usinerie. Comme vous pouvez le voir sur le visuel, c'est donc l'usinerie et c'est un lieu d'innovation qui est dédié à la transformation numérique des entreprises industrielles et au développement de l'innovation. Ce bâtiment de 4000 m² sera à l'automne 2021 la boîte à outils de l'industrie du futur. Les entreprises vont pouvoir s'y former, s'y informer, réseauter et également rencontrer les représentants et les étudiants, les apprenants des formations de l'ENSAM, du CNAM qui seront hébergés, et puis créer aussi des prototypes grâce au Fab Lab qui existe déjà et bénéficier d'un laboratoire d'expérimentation. Donc l'objectif de ce lieu, c'est de créer une communauté autour de l'industrie du futur avec les entreprises, les porteurs de projets, les acteurs économiques, l'enseignement et la recherche. Donc, on est à votre écoute pour tout accompagnement et toute mise en réseau. N'hésitez surtout pas à nous solliciter. Et vous pouvez également donc nous suivre sur les réseaux sociaux ou vous inscrire à notre newsletter pour pouvoir recevoir notre actualité et être informé de nos différents événements. Sachez que le 10 décembre, aura lieu la 3e édition des Connex Day, qui est notre rendez-vous annuel pour montrer l'importance de la transformation numérique des entreprises. Donc, je remercie déjà Coralie qui s'est chargée de l'organisation de ce rendez-vous et je vais donc maintenant laisser la parole à Sylvie Guillonneau de la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté qui accompagne les porteurs de projets et bénéficie donc d'une expertise reconnue dans le milieu de l'innovation, à Franck Duhamel, cabinet d'expertise comptable CAPEC, qui accompagne de nombreuses startups dans la région, entre autres. Et puis, on aura ensuite le témoignage de Kim Biodine, président de CAP, pour vous partager son expérience sans tabou. Franck, je vous laisse prendre la main. Coralie, voilà. C'est bon, le son est réactivé. Voilà, je lance la chose. Voilà, impec. Tout le monde le voit là, c'est bon. J'imagine. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette 3e masterclass organisée avec Nicéphore Cité et CAPEC sur le thème de la gestion de sa relation bancaire. Donc, pourquoi ce thème-là? Parce que lorsque j'en ai discuté fin 2019, lorsqu'on préparait le programme des masterclass 2020 avec Nicéphore Cité, moi j'avais proposé cette conférence sur ce thème-là, qui est un thème en définitive assez peu abordé dans les conférences ou les formations. Alors que mon Dieu, gérer une bonne relation bancaire, on va le voir, c'est quand même très important dans le quotidien du dossier, puisque être mauvais dans sa gestion de la relation bancaire, ça peut être possiblement, on va le voir, une cotation qui est légèrement dégradée, voire fortement dégradée. Et on va voir les impacts tout à l'heure d'une cotation bancaire dégradée parce que nos clients, en général, ne savent pas, peut-être qu'on ne fait pas assez d'œuvres de pédagogie, ne savent pas qu'ils vont être cotés par leur banque. Cotation individualisée, on va voir sous quelle réglementation elle se met en route, et par la cotation Banque de France qui existe elle depuis plus longtemps. Donc on reparlera également de la cotation Banque de France. Nous parlerons également de la cotation personnelle du dirigeant, puisqu'il y a aussi on a des choses à vous dire sur ce sujet-là. Alors pour en parler, alors donc me présenter rapidement si le
PowerPoint veut bien. Voilà. Donc, je suis expert comptable spécialisé dans les startups. J'accompagne les startups depuis plus de 15 ans en région Bourgogne. Donc, un peu plus d'une centaine de startups accompagnées désormais. Et c'est un cabinet qui a fait 70 collaborateurs sur 4 sites. Le principal ici à Dijon, mais nous avons des sites à Auxerre, Châlons et Mâcon. Donc, on va passer assez rapidement d'ailleurs sur les stades de présentation, puisque vous pourrez revoir ce webinaire en mode replay sur la chaîne YouTube de Nistefort. À mes côtés, j'accueille avec grand plaisir Sylvie Guillonneau de la Caisse d'épargne. Je vais la laisser se présenter parce qu'évidemment, parler de la gestion bancaire, de la relation bancaire, je ne voyais pas le faire uniquement par le prisme de l'expert comptable. Ça aurait été bien dommage. Donc, j'ai demandé à Sylvie de venir, de jouer le jeu de la transparence. Elle va nous expliquer, elle, comment elle perçoit un client, une entreprise, comment elle va procéder pour son accompagnement et gérer également un contrat commercial qui va s'opérer entre l'entreprise et la banque. Et donc, Sylvie parlera au nom de la Caisse d'épargne, mais d'une manière un peu plus large, et je lui ai demandé, en définitive, le comportement du chargé d'affaires bancaire, quels que soient les réseaux. Il y a à peu près tous les mêmes fonctionnements et d'ailleurs, les contrats réglementaires sont les mêmes. Voilà. Sylvie, je te passe la main pour la présentation. Bonjour à tous, je suis enchantée d'être avec vous ce matin. Donc, je m'occupe de Neo Business, qui est le programme d'accompagnement des startups et des entreprises innovantes à la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. Donc, pareil, comme Franck, on ne va pas passer trop de temps sur les présentations. Sachez simplement que ce programme existe sur toute la France, a été développé dans toutes les caisses d'épargne et que nous sommes une banque régionale. Et qui est donc très présente dans le monde de l'innovation et du financement de l'innovation. Voilà, c'est un acteur incontournable, la Caisse d'EP, et on passe régulièrement du temps ensemble. Voilà, du temps ensemble avec Sylvie. Alors, en guise de préambule, moi, c'est de rappeler quand même des fondamentaux. C'est le banquier, c'est du quotidien. C'est du quotidien, on va en parler parce qu'il va falloir négocier assez rapidement avec son banquier des conditions bancaires. Il y a des choses à savoir, donc on va en discuter un peu. On ne peut pas être exhaustif, bien évidemment, sur un webinaire qui va durer à peu près de 40 minutes, parce qu'on va voir, il va y avoir une partie témoignage, je vais en parler tout à l'heure. Mais au moins d'avoir quand même des têtes de chapitre incontournables qu'il faut savoir pour savoir bien gérer une relation bancaire et notamment les aspects qui seront à traiter avec son banquier. Donc, c'est du quotidien, le banquier, puisque c'est de la gestion de flux. Derrière les flux, on va le voir, il y a des services bancaires et ces services bancaires, ils sont discutables, paramétrables et donc discutables et négociés parce que notamment tarifés selon un barème et selon les banques. Donc, il faut en discuter. C'est également évidemment des moments exceptionnels. Ces moments exceptionnels, c'est la création, c'est le financement du développement, c'est éventuellement pour certaines entreprises la transmission, mais c'est également la gestion de crise. Et mon Dieu, que ces derniers temps, on a vu le rôle prépondérant du réseau bancaire suite à la crise du coronavirus, puisque tous les réseaux bancaires se sont mobilisés très, très rapidement, comme vous le savez, notamment pour délivrer, en concertation avec la BPI, délivrer les fameux prêts garantis par l'État, les PGE, donc, qui sont encore possible de mettre en place jusqu'au 31/12/2020, voilà, et qui risquent d'être prolongés manifestement. Donc, ils sont également là dans ce moment de crise et on a bien vu que c'était important de bien être avec son banquier parce que, écoutez, moi, en tant qu'expert comptable, d'abord, je suis très satisfait d'avoir vu ce monde bancaire se mobiliser. Il y a eu vraiment une réaction rapide de la plupart des réseaux bancaires. Alors ensuite, avec des moments de tension sur certains financements qui étaient demandés, tout simplement parce que les entreprises avaient une situation dégradée avant crise. Donc évidemment, aller demander 100 000, 200 000, 500 000 euros à son banquier en période de crise, évidemment, c'était un exercice de style. Mais on va le voir justement dans un moment de transparence avec son banquier, si on l'était auparavant, ça facilitait grandement les discussions et l'aboutissement des négociations pour obtenir ces prêts garantis. Donc, on voit bien l'importance de gérer sa relation avec lui. Donc, il faut connaître ses éléments de langage. Voilà, mais c'est important quand même de bien parler
la même sémantique, connaître ses contraintes réglementaires. Ça, Sylvie va nous en parler. Moi, je trouve qu'on ne fait pas, ni les experts comptables et probablement aussi les banquiers, passer œuvre de pédagogie pour rappeler quelles sont les contraintes réglementaires des banquiers, à travers notamment la cotation BAL 3, la réglementation européenne qui régit le mode de fonctionnement des banques pour éviter notamment des faillites. Et donc, ça amène, ces contraintes réglementaires européennes, amènent des contraintes chez le banquier de proximité. Donc, elle va nous en reparler. C'est connaître également la roadmap du financement, notamment de la start-up, puisqu'on parle essentiellement aux start-up, bien que le sujet, savoir gérer sa relation bancaire, évidemment, intéresse toutes les entreprises. Et adopter les bons réflexes et le comportement avec son banquier, ce sont des points qui seront abordés. Alors, nous n'aborderons pas, à contrario, les problématiques de la caution bancaire. Le sujet est vaste. Il y a matière à beaucoup de discussions, il y a matière à débat. Je sais que c'est un sujet qui intéresse fortement, évidemment, nos start-upers et d'une manière générale tous les créateurs. Ça fera l'objet probablement d'une masterclass en 2021. On en reparlera. Suivez le programme sur le site de Nicefort. Et je pense qu'on abordera le sujet d'une manière spécifique à travers une masterclass dédiée à ça. Et les sources de financement de la start-up. Donc, le sujet a déjà été abordé dans une masterclass en 2019. Il pourra être actualisé également en 2021, parce que c'est quand même un sujet récurrent. Et les dispositifs de proximité, BPI, régions et autres évoluent régulièrement tous les ans. En janvier, je fais une revue, moi, justement, des financeurs de proximité pour connaître un petit peu les évolutions dans les règlements d'intervention. Donc, on pourra en refaire un point en 2021. Donc, on n'en parlera pas là parce qu'on n'a pas le temps. Alors, pour en parler, donc Sylvie, voilà, elle s'est présentée tout à l'heure, et on a un témoin, et ça c'est très intéressant, une start-up basée à Auxerre, la société CAP, et c'est Kim Goodwin qui va nous expliquer tout à l'heure un petit peu son approche de la gestion de la relation bancaire, et puis il s'est même amusé à faire un sondage, il va vous sonder, vous allez voir, c'est très intéressant. On va voir un petit peu comment vous réagissez à ce sondage sur le degré de relation que vous pouvez avoir avec votre banquier. Donc, Kim prendra la main par la suite, voilà, prendra la main à la fin du webinaire. Et vous pourrez nous laisser des questions écrites. Donc, ça, c'est Coralie ensuite qui animera avec nous des questions-réponses. Profitez, vous avez un expert comptable, une société, une start-up et un banquier à côté de vous pour discuter de tout ça. Alors, une relation bancaire, c'est quoi? Alors, on va peut-être commencer par une cartographie des types de banques parce que vous allez voir, on va s'arrêter sur une banque en particulier parce qu'il y a les banques d'investissement. Donc, les banques d'investissement, il s'agit pour elles surtout de faire de l'achat-revente de titres, du trading. Sur les marchés, ce n'est absolument pas le sujet qui nous intéresse sur le financement de proximité. Les banques d'affaires, type Rothschild, etc., c'est essentiellement, elles vont faire du conseil stratégique et financier. Il n'y a pas forcément d'ailleurs du dépôt de fonds ou de prêts, donc ce n'est pas le sujet qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la banque traditionnelle de détail, qui est la banque de dépôt, qui va octroyer des prêts, qui va faire nous trouver des solutions de paiement. Alors, depuis une dizaine d'années, depuis les années 2010, sont arrivées les banques en ligne, qui sont soit des filiales de banques classiques, Hello Bank, filiale de la BNP Paribas. Donc, toutes les banques ont créé plus ou moins, ou ont racheté des banques en ligne. Et puis, il y a encore des banques en ligne qui sont non adossées à un réseau bancaire, type Anytime. Alors, moi, on ne va pas parler des banques en ligne parce qu'elles ne sont pas vraiment adaptées pour répondre aux problématiques du start-upper, notamment dans sa phase création-développement. Donc, ce n'est pas un sujet. Pour nous, on va rester sur la banque traditionnelle avec une implantation physique, avec une organisation territoriale qui dépend des réseaux, mais voilà, avec une agence et on va rencontrer les gens et on va pouvoir enclencher une discussion avec les banquiers. Alors, les banques nationales, c'est 6 milliards d'actifs qui sont gérés par ces banques-là, 4 grands réseaux, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et le groupe Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Et nous avons donc la Caisse d'Épargne ici, qui sont découpées en banques régionales et banques mutualistes, comme le Crédit Mutuel. Banque régionale, c'est par exemple la Caisse d'Épargne, ou ça peut être le Crédit Agricole,
la banque pop, voilà, c'est des réseaux qui fonctionnent mais avec un découpage territorial qui diffère selon les réseaux. Pour la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté, on est réellement calé sur la région administrative Bourgogne-Franche-Comté. Alors, comment se rémunère une banque? Parce qu'il faut comprendre la problématique du banquier. Pour comprendre une tarification, une négociation, il est quand même important de s'intéresser à quelles sont les marges de notre interlocuteur en face de nous. Et ça vaut bien d'ailleurs pour vous, start-upers, quand vous posez la question de votre prix et vous dites votre prix de vente de votre service ou de votre produit, vous allez vous intéresser à la capacité contributive de votre client. Il en est de même pour le banquier. Il faut quand même connaître un petit peu son mode de fonctionnement et il va se rémunérer sur ce qu'on appelle la marge d'intermédiation. Parce que quand le banquier il vous prête actuellement un taux, et on va le voir, qui sont devenus extrêmement faibles et très intéressants pour nos clients et investisseurs, ces taux-là qui sont proposés, bien souvent autour de 1, en dessous de 1, légèrement au-dessus de 1, mais en définitive en dessous de 2, à coup sûr maintenant, quels que soient les réseaux bancaires. Il faut savoir qu'ensuite, ce banquier, lui, les fonds, il ne les a pas forcément, il va aller les emprunter sur le marché financier. Et quand on lui prête sur le marché financier, on va lui prêter également avec un taux d'intérêt. Donc, sa marge brute en tant qu'acteur acteur commercial, puisqu'il dégage une marge brute, ben lui, ça va être à quel taux je te prête, à quel taux j'emprunte, et mon différentiel constitue donc dans ces cas-là sa marge d'intermédiation, sa marge qu'il va pouvoir réaliser sur ses opérations. Actuellement, en moyenne, le taux actuellement est de 0,2%. 0,2%. Imaginez quelqu'un qui vous plante, vous avez, vous, start-upper, une marge de 0,2%. Un client vous plante avec votre marge à 0,2% et ne vous règle pas. Je peux vous assurer, faites les calculs, pour retrouver votre marge perdue, la quantité de chiffre d'affaires, je crois que j'avais fait la démonstration d'ailleurs dans un masterclass en 2019, là sur le recouvrement, sur la thématique du recouvrement, la quantité de chiffre d'affaires qu'il va falloir faire derrière pour rattraper uniquement la casse que vous avez eue avec votre client. Donc, cette marge de risque, elle est devenue extrêmement faible cette marge brute est devenue extrêmement faible pour les banquiers. Donc, évidemment, l'exposition au risque est plus importante pour eux. Et cette marge-là, elle n'a pas cessé de diminuer depuis 10 ans. Voilà. Donc, ce qui explique quand même que quand le banquier va regarder un petit peu pour financer une start-up, que ce soit la création ou le développement, il va regarder les garanties, puis il va regarder la marge qu'il va faire, puis évidemment l'analyse de risque pour savoir si ça vaut le coup de prêter ou pas en regard de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une marge brute qui va être extrêmement faible. Alors, si cette marge n'a cessé de descendre depuis la crise de 2008, bah, écoutez, une banque, c'est une entreprise, hein, donc il faut qu'elle fasse des bénéfices. Et donc, le corollaire a été cette augmentation progressive de la tarification des services proposés par l'ensemble des réseaux bancaires. Voilà, par l'ensemble des réseaux bancaires, il a bien fallu aller chercher des marges de manœuvre là où il n'y en avait plus sur le métier traditionnel de l'octroi des prêts. Donc, ces prêts bancaires, c'est évidemment les services bancaires classiques, le taux de découvert, les services des cartes bancaires, les frais de dossier, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les conditions bancaires et le banquier est censé vous envoyer tous les ans un petit fascicule que vous recevez. Alors, souvent, ils sont vraiment épais et quasiment imbuvables, mais au moins, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant, puisque vous recevez en principe tous les ans votre fascicule avec les conditions bancaires applicables au 1er janvier. Voilà. Et donc, c'est un pavé qui va détailler tous les services. Alors, si les services ont augmenté aussi, on n'oubliera pas que les services bancaires, l'offre de services, de nouveaux services a augmenté, notamment à travers tous ces portails sur le web qui facilitent quand même notre vie au quotidien, notre gestion des flux bancaires. Alors, de la création au développement, là, je vais laisser la main bientôt à Sylvie, voilà, pour parler de l'écosystème et la roadmap, mais tiens, on y va tout de suite sur le dispositif, là, notamment NeoBusiness, comment ça fonctionne et la roadmap derrière. Alors, Sylvie. Ah, c'est moi qui lance la vidéo. Pardon, okay. Qui c'est qui lance la vidéo? Coralie, c'est peut-être nous alors.
si ça veut bien fonctionner. Oui, c'est vous la vidéo. Hein. Enfin, ouais, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on n'a pas fait d'essai. Voilà, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. C'est où? C'est là. Là. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez le son. On a le son, on n'a pas la vidéo. T'as pas le son? On entend le son, mais il n'y a pas la vidéo. Ah bon, il n'y a pas la vidéo? Ah bon, bah, j'ai l'impression qu'il y a un problème de partage, peut-être. Parce que comme c'est vous qui contrôlez, là, le partage, je ne peux pas faire grand-chose. Je suis désolée. Ouais, puis alors là, ça va être compliqué, je crois. Voilà. Bon, bah, la vidéo, ce qu'on va faire, on ne va pas trop perdre de temps parce qu'il va y avoir un souci de partage, je pense. La vidéo, on pourra la voir sur le lien, le replay, voilà, ça sera le plus simple. Ouais, exactement. Hop. Alors, il faut que je fasse ça. Voilà. Donc, je relance le diaporama. Là, vous voyez le diaporama. Hop. On va parler directement de ça. Elle va parler de Neo Business. Voilà. Donc, juste vous présenter très, très rapidement ce qu'est Neo Business. Un volet haut de bilan, c'est-à-dire pour investir au capital des startups et des entreprises innovantes. Nous avons notre propre véhicule d'investissement. Un prêt innovation qui est assez intéressant puisqu'il a un différé de 2 ans et qui peut financer de la R&D, ce qui est assez novateur pour les banques. Et l'accompagnement à l'international, juste un petit peu l'organisation des réseaux bancaires pour que vous puissiez vous situer, voir par qui vous êtes géré. Traditionnellement, il y a ce qu'on appelle les chargés d'affaires professionnels qui gèrent les structures qui ont maxi jusqu'à 1,5 million de chiffre d'affaires. Et ensuite, les centres d'affaires entreprises qui gèrent les entreprises au-delà. Et certaines banques ont fait un pavé sur l'innovation. Donc, nous, notamment, la Banque Pop, la BNP avec le Y et le Crédit Agricole avec le Village Baïséa. Donc, des dispositifs un petit peu différents, mais quand même qui sont tous autour de l'innovation. Donc, concernant l'innovation, nous avons un écosystème en Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons la chance d'être très, très dynamique, comme vous pouvez le voir. Et si vous on parlera un peu dans la roadmap des financements, mais l'essentiel pour une start-up, c'est de ne pas y aller seul. On a tradition à dire, c'est-à-dire de se faire accompagner par des clusters, par des pôles de compétitivité. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des projets innovants, l'idée est là, et qui ne sont pas forcément connus du système bancaire traditionnel, et notamment avec des modèles économiques que les banques traditionnellement n'appréhendaient pas. C'est-à-dire que nous, on a des clients qui ont un résultat fortement négatif avec des fonds propres fortement positifs. Et ça, c'est des schémas. Il y a quelques années, la banque n'était pas capable d'appréhender un business plan ou un prévisionnel avec des résultats négatifs pendant plusieurs années. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Mais la contrepartie, effectivement, c'est que nous ne sommes pas des experts de tous les domaines, notamment sur le numérique ou tout ce qui est médical, et qu'on a besoin d'être assisté partout, et vous aussi, par tous ces pôles de compétitivité et ces clusters. Donc, d'où l'intérêt. Et bien sûr, évidemment, je vais parler de BPI France, qui est un incontournable. Je ne sais pas s'il n'y a que des Bourguis-Comtois, mais dans chaque région, il y a une équipe innovation chez nous qui est également très active, et on travaille vraiment tous ensemble avec évidemment Réseau Entreprendre également. On est vraiment l'écosystème dynamique. Quel financement faut-il aller chercher? Nous, ce qu'on conseille, c'est quand vous créez votre société, c'est d'aller d'abord chercher tout ce qui est à taux zéro. Ce qu'on va appeler, il va y avoir Réseau Entreprendre, Initiative, les prêts d'honneur. Pourquoi? Parce que Franck en parlera tout à l'heure, je pense, par rapport aux fonds propres, on insistera là-dessus. Ce sont des
des moyens d'augmenter votre capital, sachant que le dit capital fait effet de levier sur tout l'écosystème, y compris avec la région, pour son prêt qui s'appelle prêt croissance, si je ne m'abuse. Donc, au démarrage, l'apport que vous mettez dans votre entreprise. Ensuite, tous les prêts à taux zéro, de la love money si besoin, le crédit impôt recherche, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre masterclass. La prochaine d'ailleurs. Et donc, tout cet argent-là, logiquement, doit vous permettre de créer la boîte ou de faire ce qu'on appelle un POC, donc la preuve du concept. Ensuite, au moment du démarrage et des premiers lancements commerciaux, on peut aller chercher du haut de bilan, donc c'est-à-dire un investisseur, puisque votre résultat est négatif la plupart du temps dans les premières années. Vous ne pouvez pas évidemment autofinancer un certain nombre de choses. Donc, les investisseurs sont là pour vous aider. Donc, il y a les business angels, hein, souvent on passe par eux en premier. Et ensuite, les banques régionales ont quasiment toutes un véhicule d'investissement. Après, on a évidemment des liens avec tous les fonds parisiens. Nous, on a deux filiales qui travaillent avec nous là-dessus. Et là, bien sûr, BPI également, puisque BPI, via la bourse French Tech, via le prêt innovation, peut vous aider à mettre tout ça en musique. Et alors là, j'insiste sur l'importance de l'accompagnement par votre expert comptable, notamment, s'il est spécialisé innovation, c'est quasi un incontournable. C'est très, très important dans le milieu des startups parce que tous les experts comptables ne connaissent pas le fonctionnement. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous appuyer sur un expert comptable dédié à l'innovation qui maîtrise bien tous ces effets de levier qu'il y a entre nous. Donc, après, évidemment, on va jusqu'à la cotation en bourse pour la suite. Alors, sur l'entrée en relation, j'ai des choses à vous dire. Avec mon retour d'expérience sur les deux chapitres qui nous intéressent, hein, sur les frais bancaires quand même, donc dans ces moments exceptionnels, d'investissement, de création, de développement, et sur les conditions bancaires pour la gestion des flux du quotidien. Alors, la création, au développement, les points qu'il va falloir discuter, mais ou regarder de près pour choisir son banquier, et je vous donne un retour d'expérience de la semaine dernière. Je rencontre un banquier, un responsable d'un grand réseau bancaire qui me dit wow, Franck, il faut que je vous vois parce que on va lancer un produit, là c'est béton, en termes de taux, etc., et de conditions d'accès, ça pourrait intéresser vos clients. Je dis OK. Et il me parle immédiatement, en fin de compte, de l'attrait principal qui est un prêt à 0,40%. Alors, je n'ai pas été méchant parce que j'essaie d'être plus diplomate, mais je lui ai fait comprendre que c'était plus le sujet, ça. Puisque tout le monde est sur des taux bas. Donc, que ça soit le crédit agricole, la caisse d'épargne ou autre, les taux bas, on les a partout. Donc, ce n'est pas vraiment le sujet. Maintenant, le sujet est depuis une dizaine d'années. Le vrai sujet, ce n'est pas sur la négociation sur les taux comme on pouvait connaître auparavant et qui était effectivement un point d'entrée important à regarder. Non, ce sont les autres conditions. Est-ce que je vais avoir des différés? Est-ce que ces différés sont de 6 mois, de 12 mois ou pas du tout? Quelles vont être évidemment les cautions qui vont être demandées sur mon prêt pour la start-up, notamment la création, également sur des dispositifs de développement. Nous avons des contre-garanties des pays et régions à hauteur de parfois jusqu'à 70%, entre 60 et 70% sur des prêts bancaires. Mais il nous manque quand même le chouïa des 40 ou 30%. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que monsieur le banquier ou madame la banquière, vous allez me demander une caution personnelle et dans quelles conditions cette caution personnelle va jouer? Bien. Donc, c'est bien les sujets qu'il va falloir travailler avec le banquier, bien évidemment. Le deuxième niveau qu'il faut regarder, c'est le niveau de délégation et le circuit de prise de décision. Parce que selon les réseaux bancaires, voilà, selon les réseaux bancaires, et Sylvie va nous dire un petit peu comment ça peut avec un retour d'expérience, notamment à la caisse d'épargne et puis dans les réseaux bancaires, mais selon les banques, la prise de décision de vous prêter ou de ne pas vous prêter va dépendre de leur organisation. Et leur organisation, ça va être une organisation soit nationale ou soit régionale selon le type de banque, avec une délégation qui va être plus ou moins forte aux responsables d'agence. Nous avons des responsables d'agence qui peuvent engager leurs responsabilités jusqu'à des prêts de 100 000 € selon les réseaux. Voilà.
Mais à d'autres endroits, ils auront une responsabilité qui va être réduite à 50 000. Pourquoi? Parce que l'idée, ce n'est pas d'engorger les services d'engagement, c'est-à-dire les services qui vont décider in fine de vous prêter ou pas vous prêter. Et donc, on délègue au directeur d'agence ce pouvoir d'engager la banque, voilà, sur la base de son expertise. Ça dépend des banques. Et donc, évidemment, on comprend bien que plus le système de décision est lourd et complexe, plus la décision va prendre du temps, puisqu'il va falloir remonter toutes les strates du chargé d'affaires, au directeur d'agence, au service des engagements, etc. Parfois, pour certains projets importants au niveau national. Donc, on voit bien que c'est un gage de rapidité, c'est un point qu'il faut discuter avec son banquier. Et puis, j'en finis, et ensuite, Sylvie va nous dire un petit peu comment tu vois les choses. Moi, très clairement, le feeling entre vous et le banquier, mais c'est important le feeling. Comment vous ressentez les choses? Comment il a ressenti votre projet? Est-ce qu'il était enthousiasmé, pas enthousiasmé, plutôt sur l'inquiétude ou pas? Et ça, vous devez le sentir, c'est fin. Voilà. Et moi, je vous engage quand même aussi à être un peu plus intuitif, parfois dans mon choix, et de se dire, mais avec cette personne-là, je sens que ça va matcher. Alors, ça, ce n'est pas un gage ensuite des erreurs de casting, on en fait tous, et ce n'est pas un gage de pérennité de la relation. Mais quand même, soyez bien attentifs à ce feeling et puis regardez si le banquier s'intéresse à vous, comprend vos problématiques, a de l'expérience sur le sujet. On passera tout à l'heure sur les conditions bancaires, parce que j'ai des choses à dire en tant qu'expert comptable, mais déjà là-dessus, Sylvie, en toute transparence, comment tu vois les choses? En fait, comment ça se passe quand on reçoit un prospect ou un client qui nous demande un financement? Déjà, on discute avec la personne, on regarde les éléments financiers et surtout, on s'intéresse au chef d'entreprise, à la personne, parce que j'aime bien la phrase feeling entre vous et le banquier. C'est réciproque. Ouais, nous, on a tendance à considérer nos relations avec des clients comme un partenariat. Parce que logiquement, quand vous créez une entreprise, on s'engage sur plusieurs années. Et effectivement, l'importance de la relation, l'importance pour le chef d'entreprise d'être transparent envers son banquier, quasiment de tout lui dire. Effectivement, il faut que la relation se passe bien. Alors, parfois, les clients ont du mal à comprendre les délais de prise de décision. Donc, effectivement, chaque réseau a un peu son organisation, mais peu ou prou, c'est quasiment toujours la même. On a des délégations au niveau des agences ou des centres d'affaires entreprises. Ensuite, il y a des délégations au-dessus, au sein de la direction de marché. Et après, souvent, ça va à un comité des engagements en fonction des prêts que vous avez déjà octroyés la banque, de ce qu'on appelle les encours, et en fonction de votre notation, mais ça, on en parlera un petit peu plus loin. Et les chargés d'affaires, en fait, ils font une analyse de votre dossier en regardant la globalité. On ne va pas revenir sur la création d'un bon business plan, mais en reprenant tout votre passé, ce que vous avez fait, pourquoi vous avez ce projet, quel est-il, comment est le marché, votre business model, enfin vraiment un dossier assez complet. Alors, pour les entreprises classiques, ça va être des analyses de ratios financiers un peu plus traditionnelles, Franck en parlera tout à l'heure. Concernant l'innovation, alors chez nous, les dossiers start-up ou entreprises innovantes passent en comité des engagements parce que c'est un marché qui est assez récent et qui, historiquement, est plus risqué que les entreprises traditionnelles. Donc, nous, l'analyse financière, on va se baser pas mal sur le plan de trésorerie. Donc, d'où l'importance, alors je le répète, mais je ne le répéterai jamais assez, parce que j'anime pas mal de comités de sélection ou d'accélérateurs, d'incubateurs, de vous faire accompagner par un expert comptable qui validera tout ça, parce que c'est vraiment… Enfin, nous, on a pris la décision de notre côté. Moi, le FISI, je ne sais pas si vous connaissez le FISI, c'est un outil de Excel pour permettre de faire un prévisionnel. Le FISI ne prend pas en compte certains amortissements et il ne prend pas en compte le crédit impôt recherche. Donc, pour une boîte innovante, ne pas prendre en compte le crédit impôt recherche, c'est très embêtant. Donc, nous, Caisse d'épargne, comité des engagements, c'est systématiquement prévisionnel validé par l'expert comptable. Sinon, moi, je ne monte pas le dossier, je demande à mes chargés d'affaires de ne pas monter le dossier. Okay. Donc, voilà, circuit de prise de décision. Après, effectivement, on fait du mieux qu'on peut en termes de rapidité. Je sais que pour les clients, c'est parfois quelque chose qu'ils ne comprennent pas, sachant que je rebondis sur ce que Franck a dit. En ce moment, vu la crise sanitaire et le nombre de PGE qui ont été inscrits dans les banques,
c'est vrai qu'à un moment, il peut y avoir un goulot d'étranglement et on n'est pas non plus à l'abri d'être contaminé. Donc, on a aussi les délais se sont allongés. côté RH à gérer, quoi. On va être aujourd'hui sur un mois et demi à partir du moment où vous voyez votre banquier. Ouais. Il vaut mieux le savoir parce qu'on a toujours une gestion de timing sur le lancement d'une start-up et c'est toujours bon d'ailleurs et c'est un travail que moi je fais avec mes start-upers de bien caler notre rétro-planning en fonction de ce qu'on sait parce que par exemple la région c'est plus de 6 mois. Voilà, il faut le savoir. Quand on va le voir, premier rendez-vous, obtention des fonds, c'est au moins 6 mois. Au moins. Je rebondis sur ce que dit Franck. Alors là, je vais parler côté investisseur, puisqu'avec avec la crise sanitaire, on a assisté à un stop des levées de fonds pendant le confinement, qui commence à reprendre. Donc après, effectivement, suivant la situation sanitaire, on va voir ce que ça donne. Donc tenez en compte aussi dans vos prévisionnels par rapport aux dates de déblocage des levées de fonds. Aujourd'hui, on peut un petit peu décaler au moins de 3-4 mois dans le temps. Ça, tenez-en vraiment compte parce que c'est super important pour ne pas être coincé. Sur les conditions bancaires, alors il y a les prêts bancaires, c'est moments exceptionnels. Là, on a toujours nos moments de discussion en face à face avec notre banquier. Et puis, il y a également à gérer les conditions bancaires. Alors, à l'entrée, à la création, mais également dans la vie courante de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir discuter? Écoutez, il faut regarder quand même notamment des éléments du quotidien. Vous pourriez connaître des moments de trous financiers et donc des découvertes. Il faut négocier très rapidement. Alors, vos marges de négociation ne sont pas assez faibles quand vous êtes créateur, évidemment, parce qu'on ne vous connaît pas. Le banquier ne vous connaît pas. Donc, n'allez pas demander des merveilles à ce niveau-là, mais au moins vous intéresser et questionner le banquier d'ailleurs. Quel est mon niveau de découvert autorisé? Quel sera le taux d'intérêt qui sera appliqué, les commissions de découvert qui seront appliquées sur ce découvert? C'est quoi vos ratios? Quand est-ce que je pourrais revenir vous voir pour essayer d'augmenter ce plafond de découvert si un jour j'ai un trou de trésorerie momentané que je puisse éviter d'avoir des incidents de paiement et des frais bancaires exorbitants? Tout ça, ça se discute avec le banquier, soit à la création, en tout état de cause, assez rapidement et de manière régulière avec les jours de valeur sur les transactions passées, parce qu'il faut savoir, on en parle assez peu, mais quand vous déposez de l'argent, vous faites un virement sur votre compte d'un client qui arrive sur votre compte, ce n'est pas le jour J. On va donc créditer votre compte. En fin de compte, il y a l'application de ce qu'on appelle des jours de valeur. Et ces jours de valeur, selon ce qu'on a discuté avec son banquier, notre pouvoir de négociation, ces jours de valeur, c'est-à-dire cette prise en compte réelle sur votre crédit bancaire, ça va différer d'un jour, 2 jours, 3 jours. C'est vrai à l'inverse pour des paiements. Donc, ces jours de valeur, il faut en discuter avec le banquier, il faut les connaître, et puis il faut voir également quelles sont vos marges de négociation avec lui. Ce n'est pas si prégnant que ça en phase de création, parce que vous savez bien qu'on n'a pas un gros volume de chiffre d'affaires en général. Ça peut le devenir, par contre, par la suite, quand la start-up notamment va se développer. Et puis, c'est la tarification de tous les autres services. Les forfaits mensuels notamment à voir, parce que de plus en plus de banques proposent des forfaits mensuels pour éviter de se chamailler sur l'ensemble des grilles tarifaires. Et je vous dis, des fois, ça fait un bouquin. Pour éviter, maintenant, beaucoup de banques disent, écoutez, on va regarder votre historique, votre évolution, on va se mettre d'accord sur un abonnement mensuel, un forfait mensuel. Et c'est peut-être des choses à discuter à un moment ou un autre avec votre banquier également par rapport à ça. Alors, on voit bien, il n'y a pas que des histoires de taux d'intérêt, contrairement à ce qu'on peut croire, qui n'est plus une vraie discussion à avoir avec son banquier, mais sur les prêts, effectivement, regardez les périphériques au prêt, les paramètres de ce prêt et sur les conditions bancaires, les conditions d'intervention du quotidien. Alors, moi, j'essaye, j'ai mis en place depuis maintenant 10 ans, depuis la crise de 2008, nous avons même fait évoluer notre éditeur de logiciels de production comptable sur ce point-là qui était assez dubitatif de notre proposition et maintenant il l'a généralisé au niveau national chez tous les utilisateurs de cet outil de production comptable, en expertise comptable, c'est la cotation bancaire. On va le voir, le banquier est sous contrainte réglementaire européenne et nous allons procéder à des cotations
Et cette cotation, on va le voir tout à l'heure, elle va avoir un impact fort sur votre quotidien ou sur les moments exceptionnels que vous vivez avec lui lorsque vous allez demander des prêts. Vous allez accéder à ce prêt plus ou moins facilement, avec plus ou moins de facilité et de prix bas en fonction de votre cotation. Et pour ça, et donc nous faisons une cotation de nos clients. Au moment du bilan, tous nos clients reçoivent, on en discute au moment de l'entretien bilan, nous faisons un suivi de leur cotation bancaire tous les ans pour leur dire que, attention, si vous prenez une décision de distribution de dividendes ou d'autofinancement des investissements, ça va dégrader votre situation bilancielle. Regardez l'impact sur votre cotation bancaire. Je vous invite à ne pas procéder comme ça. Voilà. Et ça, nous laissons une trace écrite dans la plaquette des comptes, papier et PDF que nous laissons à nos clients désormais. Donc, il y a un effort de pédagogie. Et ça, j'ai dit à Sylvie, je veux que tu expliques le plus simplement possible, parce que mon Dieu, c'est complexe, les contraintes réglementaires du banquier. Alors, la réglementation bancaire européenne, c'est quoi? Elle impacte comment les réseaux bancaires? Alors, je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus, parce qu'effectivement, le sujet est très, très vaste. Juste pour savoir, à la suite de la crise des subprimes, où les banques ont été un petit peu malmenées, entre guillemets, et où toute la gouvernance a eu peur un jour d'un manque de liquidité ou de banques non solides. Donc, on nous a imposé un certain nombre de ratios à respecter via ce qu'on appelle BAL 3. Donc, il y a des notions de fonds propres de meilleure qualité, des fonds propres plus élevés, de liquidité. On subit régulièrement ce qu'on appelle des crash tests pour que, en fait, en cas de nouvelle crise, il faut quand même qu'on soit capable aussi de rendre l'argent à nos clients, puisque l'argent ne nous appartient pas. Nous sommes garants des dépôts que vous effectuez sur les comptes, mais il n'est pas à nous. Donc, sachez qu'il y a des assurances qui sont mises en place et qu'on est régulièrement soumis à des contrôles et des crash tests pour vérifier tout ça. Vous avez dû vous rendre compte, si vous êtes client des banques, qu'on est vraiment sous une réglementation très forte. Je ne sais pas si votre banque vous a demandé le document bénéficiaire effectif à remplir au greffe, ou ce qu'on appelle un certificat de AI, c'est pour certifier de votre résidence fiscale, de la résidence fiscale de votre société en France ou à l'étranger. Donc, ça, ce n'est pas par plaisir qu'on vous demande ces papiers. Je peux vous garantir que les chargés d'affaires, ça les amuse pas vraiment. C'est la réglementation qui nous y oblige. Donc, une réglementation bancaire qui, en fin de compte, européenne, qui impacte votre quotidien, vous, en tant que banquier. La cotation bancaire, l'importance des fonds propres, peut-être tu peux en parler aussi, si tu le souhaites. Non, on en parle après. En tout cas, il y a la cotation bancaire individualisée. Parce que là, Sylvie, tu vas nous dire comment ça se passe. Parce que justement, je ne sais pas si beaucoup de clients savent qu'ils sont cotés individuellement. Voilà, c'est une nouveauté de la crise de 2008. Il n'y avait pas cette obligation, même si certaines banques le faisaient, il n'y avait pas cette obligation. Maintenant, c'est devenu une obligation réglementaire. Toute banque doit coter individuellement l'entreprise cliente de cette banque. Et là, il y a toute une batterie, il y a un scoring. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat parce que je trouve qu'au bout d'un moment, on en est à tout côté maintenant, parce qu'on va faire pipi dans une aire publique sur l'autoroute. Vous savez que maintenant, on vous demande également de coter le service rendu. Donc, après, la cotation est importante quand même, voilà, parce que ça peut nous conduire à refuser des financements. Voilà, exactement. Donc, la cotation bancaire individualisée, donc toutes les banques fonctionnent un petit peu de la même manière, et on se base sur… donc, la cotation est effectuée une fois par an, souvent après la réception du bilan, néanmoins, également tributaire du fonctionnement du compte. Donc, c'est du e-learning, de l'intelligence artificielle qui analyse le bilan, qui tient compte de la cotation BDF dont nous parlerons après, Banque de France, et bien sûr du fonctionnement du compte. En général, si vous avez une cotation Banque de France normale, avec plein de guillemets, ou bonne, que votre bilan ne présente pas d'anomalie particulière et que le fonctionnement de votre compte est normal, il n'y a pas de raison que vous soyez mal noté. J'attire votre attention sur, puisque là, ce qui est noté, c'est votre entreprise.
sachez qu'en tant que dirigeant, vous êtes noté également. Je crois que Franck développe tout à l'heure, mais je tiens à mettre l'accent là-dessus. Et donc, le fonctionnement anormal du compte, ça peut être un dépassement de votre découvert autorisé. Si vous avez un découvert autorisé, que vous êtes à l'intérieur, ça ne va pas du tout influencer sur votre cotation bancaire. Si le banquier vous octroie une autorisation de découvert, ce n'est pas pour vous juger derrière. Par contre, si vous le dépassez régulièrement, s'il y a des rejets de prélèvement, alors je ne parle pas des rejets de chèques, ou alors là, la situation est beaucoup plus compliquée, mais tout ça va mouliner votre note. Et ensuite, les banques, dans les barèmes de taux et également dans les conditions d'octroi, votre note est prise en compte pour décider du schéma délégataire et décider également qu'est-ce qu'on fait si on voit ce client est à haut risque, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Sachant que les banques commencent à mettre en place des services qui traitent les entreprises en difficulté. Nous, on a ce qui s'appelle la Banque de l'avenir. Pour me passer mes virements de salaire de fin de mois, si je suis prévenue la veille pour le lendemain, j'ai quasiment zéro marge de manœuvre. Alors que si on a un bon dialogue banquier-client, on va pouvoir anticiper tout ça, et ce qui évitera probablement une décote de la note individuelle. Donc, on voit bien l'intérêt de cette cotation bancaire. Elle a intérêt d'être la meilleure possible. Et pour ça, on va le voir, donc il y a des règles, des ratios bilanciels à tenir ou à essayer de tenir, et en tout état de cause, également des règles de comportement bancaire à avoir. On en discutera et on échangera également tout à l'heure là-dessus. Et donc, voilà, un prêt peut être refusé parce que la cotation est dégradée, ou le prêt peut être accordé mais à des taux plus élevés que le marché, ou alors à des conditions notamment de caution qui vont être plus fortes par rapport à une entreprise qui a une bonne cotation. Donc, il faut être très soucieux de sa cotation bancaire individualisée. La cotation Banque de France qui existait bien avant, cette cotation bien avant la crise de 2008. Je te laisse en parler. Bien sûr. Alors nous, c'est un critère majeur, la cotation Banque de France. C'est quasiment ce qu'on va regarder en premier quand on reçoit un prospect ou nos clients, en général, on est informé de leur cotation Banque de France et elle se dégrade assez rapidement. Mais quand on voit un prospect, c'est ce qu'on va regarder en premier. Donc, sur le tableau cote niveau d'activité, donc en fait, ce sont des lettres suivant votre chiffre d'affaires. Ce qui est surtout très important, c'est la cote de crédit. Donc, on apprécie la Banque de France apprécie la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de 3 ans. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cotations. Évidemment, nous, quand on a un client qui est coté X7, appelant une attention spécifique de la part de la Banque de France avec une présence d'un incident de paiement significatif, c'est bien que vous préveniez votre banquier avant et nous, on va poser des questions. Après, on ne juge pas. Il peut y avoir des situations économiques qui peuvent justifier, mais une entreprise cotée X7 aura beaucoup plus de mal à avoir un prêt qu'une entreprise cotée A3+. Il faut quand même en être conscient. La Banque de France révise annuellement cette note, cette cotation, sauf en cas d'événement exceptionnel. Donc, qu'est-ce qu'un événement exceptionnel qui peut jouer sur votre cotation? Ça va être des rejets de prélèvement, des rejets de chèques, bien sûr. Et là, j'ai mis un gros warning, la perte de la moitié du capital social. On va revenir au fonds propre et à votre résultat. Il ne faut absolument pas que vous soyez en perte de plus de la moitié du capital social parce que je dirais que ça vous bloque après un peu partout, même BPI, même pour obtenir des financements. Donc, nous, on en discute beaucoup avec les experts comptables, notamment sur l'écosystème innovation, parce que c'est quelque chose qui doit être appréhendé. Et on rebondit sur ce que je disais tout à l'heure, d'où l'importance des prêts à taux zéro qui peuvent rentrer en capital en plus de votre apport personnel. Okay. Également, procédure collective, là effectivement, c'est qu'il y a un redressement ou liquidation judiciaire
Donc, les banquiers ne peuvent plus faire grand-chose, sauf notre service Banque de l'Avenir, et évidemment la cotation du dirigeant. Si vous avez déjà eu en tant que personne physique un redressement judiciaire ou des incidents bancaires à titre personnel, parlez-en à votre banquier, puisque de toute façon, vous êtes coté et qu'à un moment, on le retrouve. Donc, c'est plus agréable pour nous d'être informés en amont. Si vous avez eu une liquidation ou un redressement judiciaire il y a 4-5 ans, on ne va pas forcément refuser le dossier pour ça. Si vous nous en parlez en amont, c'est très bien. Si on le découvre après, ça met déjà plus un doute dans notre tête, et sur ce quoi on insiste, c'est soyez transparent avec votre banquier. Voilà pour la cotation de la Banque de France, en sachant que cette cotation, elle n'est pas figée dans le marbre, parce que d'abord, elle est donc réévaluée tous les ans. Puis également, quand vous recevez votre cotation, et discutez-en ou allez sur le site de la Banque de France, vous verrez que vous avez une capacité de discussion avec la Banque de France si vous souhaitez expliquer un peu mieux par transparence ce qui s'est passé sur vos comptes, les sécuriser, et ça peut faire remonter, cette discussion peut permettre de remonter votre cotation. Et là, vous vous demandez, mais je la trouve où, la cotation Banque de France? Donc, vous pouvez y accéder par un service qui s'appelle IFIBEN. Donc, pour ce faire, il faut être une personne physique majeure, il faut être chef d'entreprise, donc représentant légal ou dirigeant de personnes morales ou d'entrepreneurs individuels, ça va être en gros avoir un SIRET, et disposer d'un compte IFIBEN. Donc, comment on obtient un compte IFIBEN? Vous vous présentez dans l'agence Banque de France de votre région avec une pièce d'identité officielle et un cabis récent. Et là, il vous sera remis un identifiant et un mot de passe provisoire qui vous permettra d'aller vous connecter et voir votre cotation BDF. Voilà. Donc, ça nécessite un effort d'aller à la rencontre d'une agence Banque de France, mais c'est intéressant ensuite de suivre sa cotation de près. Alors, sur les règles de bon comportement bancaire, là, pareil, je vais donner moi mon expérience, si vous voulez, d'expert comptable. Sylvie pourra abonder, et puis tout à l'heure, Kim également. Mais en tout cas, il y a un maître mot, c'est la confiance. C'est-à-dire que vous devez installer une relation de confiance entre vous et votre banquier. Alors, il y a des contraintes dans le mode de fonctionnement des banques, parce que souvent, il peut y avoir du turnover dans la plupart des réseaux bancaires. Mais donc, une relation de confiance nécessite quand même de la durée, de la présence sur de longs mois de collaboration. Et donc, c'est un peu compliqué parfois de vouloir installer cette relation de confiance, mais on va le voir quand même qu'il y a moyen de l'installer un petit peu différemment. Ce n'est pas forcément en voir son banquier tous les mois. Ça va être déjà d'être transparent. Et pour ça, donc moi, j'insiste lourdement auprès de mes clients pour dire allez communiquer sur l'état d'avancement des projets et sur vos comptes. Oui, très bien. Donc, j'ai expliqué la relation de confiance qui est à installer pour notamment participer à cette cotation bancaire améliorée. Et d'une manière générale, de toute façon, pour bien gérer sa relation bancaire, il faut être absolument transparent. Et pour ça, donc, je demande à communiquer, moi, à mes clients. Je dis, on communique sur l'état d'avancement régulièrement de ces projets. C'est un mail, voilà, c'est éventuellement un rendez-vous physique quand il y a besoin, et puis on communique sur ses comptes. Et on anticipe la demande du banquier. Moi, je préfère que le client aille spontanément demander un rendez-vous ou communiquer certains éléments d'information plutôt que de, entre guillemets, subir une demande, et surtout quand des difficultés vont apparaître. Alors, c'est quoi? Ça va être l'envoi des comptes, ça va être l'envoi des tableaux de bord quand il y en a, et de temps en temps, peut-être pas tous les mois, mais de temps en temps, peut-être dire tiens, je vous envoie un petit peu l'état de notre activité. C'est demander des rendez-vous physiques. Et Kim va nous interroger d'ailleurs tout à l'heure à travers un sondage là-dessus, des rendez-vous physiques d'explication de ces comptes et des besoins futurs à financer. Et puis l'utilisation d'un budget de trésorerie prévisionnelle, quand on en a un, pareil, c'est pas toutes les entreprises qui ont un budget de trésorerie prévisionnelle. Je vais recouper notre fois, Franck. Du coup, on voit plus ta présentation maintenant, il faut que tu repartages ton écran. On va y arriver. Alors, pendant que Franck met la technique à jour, juste préciser, nous dans l'innovation néo-business, comme on est évidemment sur des startups et qu'elles vont en termes d'avancement plus vite que des entreprises classiques, alors, nous on est preneurs de toutes les infos de nos clients. Il y a les réseaux sociaux qui nous permettent bien entendu de suivre,
Mais les échanges sont plutôt cordiaux et les clients en général sont assez ravis de nous faire part de leurs avancées, bien entendu positives. Alors moi, je demande à mes chargés d'affaires d'avoir un contact avec les startups accompagnées une fois par trimestre sur l'innovation. Voilà. Bon, ok, c'est bien. C'est au moins anticipé également du côté de la banque. Ça va mieux ou pas là, Coralie? Oui, très bien, c'est très bien. Oui, très bien. Alors, faut que je supprime le mode présentateur qui nous embête. En général, on a des relations cordiales avec son banquier, j'espère, pour tout le monde. Alors, on va voir, puisqu'il y a un test qui va être effectué dessus. Alors, ça, c'était pour les règles de comportement. Hein. Et maintenant, il y a quand même, dans la cotation bancaire, il va y avoir des éléments financiers qui vont être moulinés par des outils, des logiciels. Et que donc, moi, j'ai des conseils à vous donner quand même, des conseils de base que j'avais déjà donnés en son temps l'année dernière lorsqu'on parlait des business plans. Enfin, une règle de gestion, mais franchement, qui fonctionne depuis des lustres, le long finance le long. C'est-à-dire qu'un investissement, donc quelque chose qui est une charge pour payer, qui est une charge, mais en fin de compte, qui va procurer des effets bénéfiques et économiques bénéfiques futurs, donc sur la durée, c'est la définition des investissements. Cet investissement, il doit être financé avec du long. Un emprunt moyen terme, 5, 10, 15 ans, selon évidemment les investissements qu'on va faire. Donc, mais on évite de faire du financement d'investissement avec du financement court, type découvert, billet de trésorerie ou des choses de type là, voire autofinancement. Donc, on va systématiquement aller voir son banquier, sauf si on a des méga excédents de trésorerie, on va aller voir son banquier pour aller mettre en place un prêt. Ça, c'est une règle très simple. Hein. J'ai vu des entreprises rentrer en difficulté parce que leur programme d'investissement était financé soit sur des durées très courtes, soit autofinancé. Il y a un moment, ça coince. Les excédents de trésorerie, écoutez, on les garde. On ne va pas, vous en vouloir de garder vos excédents de trésorerie lorsque, surtout en ce moment, avec cette perte de visibilité qu'on peut avoir sur l'avenir. Donc, gardez donc vos excédents de trésorerie et faites des emprunts en face. Un besoin en fonds de roulement, donc je vous rappelle que le besoin en fonds de roulement, c'est le cycle d'exploitation, hein, c'est-à-dire que lorsque j'ai une commande client, il va falloir que j'envoie mon commercial déjà qui va me coûter. Ensuite, il y a le bon de commande qui doit être signé. Je dois commander la matière première pour produire, je dois vendre, je dois encaisser. Pendant ce temps-là, moi, mes charges, elles tombent. Et ça me coûte de l'argent. Donc, c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Et ce besoin en fonds de roulement, c'est un investissement incorporel, au même titre que l'investissement dans du matériel. Donc, il faut avoir une idée de l'évolution de son besoin en fonds de roulement et ensuite le quantifier, de voir comment il va évoluer, d'aller voir le banquier pour aller essayer de trouver des solutions de financement long, puisque c'est un investissement. Voilà. Alors, je rebondis sur ce que dit Franck, notamment en cette période de crise sanitaire. Donc, il y a le plan de relance mis en place par l'État. Et également, alors toutes les banques se monopolisent. Vous vous dites bien que notre but, c'est quand même que les entreprises de notre territoire vivent. Ça maintient des emplois, ça va rembourser nos prêts et on est tous un peu dans le même bateau, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre banquier vraiment parce qu'on est en train de mettre en place des restructurations de dettes, des systèmes de leaseback, ce qui vous permet de refinancer les machines que vous avez autofinancées, de les refinancer en crédit-bail. La région a dû créer des fonds spécifiques pour aider les entreprises. BPI est monopolisé également. N'hésitez pas à poser des questions et vraiment à tenir informé de votre situation. Sur les ratios bilanciels à connaître, très simple parce qu'il y en a plusieurs, le banquier a toute une batterie de ratios qui va rentrer dans ses outils de cotation. Non, mais regardons quelques ratios très simples sur lesquels la start-up doit être vigilante. C'est la capacité d'endettement financier. C'est quoi? C'est le ratio, c'est je prends l'endettement financier moyen-long terme, la somme des emprunts que je peux avoir sur plusieurs réseaux bancaires parfois, et je ramène ça sur ma capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement, je rappelle que c'est un agrégat comptable qui nous permet, d'après la comptabilité, de calculer quels sont les flux de trésorerie positifs que l'entreprise a dégagés de par son exploitation. Voilà. Quand elle aura encaissé tous ses créances clients, donc on n'est pas à l'abri de casse clients
les dépôts de bilan de ses clients, quand elle aura fini de payer ses fournisseurs, et on regarde et on dit, ben, dans l'année, elle aura dégagé 100 000, 200 000, 50 000, peu importe, de capacité d'autofinancement. Et donc, ce ratio-là, endettement financier sur capacité d'autofinancement, doit être inférieur à 3,5 à 5 années. Un coefficient inférieur à 3,5 ou 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en définitive, c'est que le banquier souhaiterait que son endettement puisse être remboursé avec 3 années d'activité de l'entreprise jusqu'à 5 ou 6 années d'activité en fonction de son critère d'analyse de risque. Voilà, donc c'est quand même un ratio à connaître. Alors, mon Dieu, que dans les startups, ces ratios-là sont compliqués à tenir, surtout bien évidemment sur les 5 premières années, et qu'on ne vous en fera pas grief. C'est pour ça que d'ailleurs, on demande aux banquiers d'avoir un regard différent sur la startup. Une startup, ce n'est pas une entreprise industrielle ou boulanger du coin, sans porter aucun jugement de valeur, bien évidemment. Mais on est sur des modes de fonctionnement et de rentabilité, de cours de rentabilité qui peuvent être complètement différents. Donc, en général, on va être déficitaire, donc une capacité d'autofinancement déficitaire, négative, sur les premières années. Donc, ce ratio-là, il est bon quand la start-up sera lancée. Oui, c'est un ratio. Nous, quand on monte un dossier de demande de financement sur une start-up, je ne l'analyse même pas. Ouais. Capacité de remboursement, mais tu vas le demander ensuite dans le cadre du développement. Bien sûr. Capacité de remboursement annuel, c'est je prends la somme des annuités de remboursement, hein, mensualité dans l'année, peu importe l'annuité de remboursement de mes prêts, moyen long terme. Je les ramène toujours sur mon ratio, mon dénominateur capacité d'autofinancement, ma cash, et je dois être inférieur à 70%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le banquier, l'analyse qu'il va faire, c'est de dire, moi, 70% de ce que dégage en flux de trésorerie potentiel dans l'année d'une entreprise doit être consacré au maximum au remboursement de la dette financière, parce que le reste doit être gardé pour les 30%, doit être gardé pour financer son développement, pour financer, peut-être autofinancer quelques investissements, pour éventuellement rétribuer aux actionnaires un petit peu des fruits du travail, des fruits et des bénéfices de l'entreprise. Donc, on voit bien qu'il y a aussi un encadrement et un banquier. Il le fait d'ailleurs à titre personnel. Hein, vous savez, quand vous allez faire un emprunt pour votre maison, pour éventuellement acheter un bien immobilier de rapport, un appartement que vous souhaitez ensuite louer, il va regarder quels sont les revenus du foyer, il va regarder les annuités que vous allez devoir rembourser, et en fonction de certains critères, il va vous dire c'est OK ou c'est pas OK. C'est exactement la même démarche, mais pour une entreprise. Et puis ensuite, évidemment, et on en parlait tout à l'heure, les fonds propres négatifs, ou la perte de la moitié du capital social à cause de déficits antérieurs. Là, ça devient compliqué d'aller chercher de l'argent, alors auprès du banquier, auprès des dispositifs d'accompagnement, type BPI région, lorsqu'on est éligible aux dispositifs régionaux, parce que là, on est mis en rideau sur ces dispositifs-là lorsqu'on commence d'arriver avec des fonds propres négatifs ou un capital social qui est grignoté de plus de la moitié à travers des pertes qui militent, notamment, évidemment, pour consolider ces fonds propres au maximum. Et là, on n'a pas trop de solutions, mis à part notamment recapitaliser et de regarder comment on peut remettre un coup d'augmentation de capital. Et mon Dieu, que c'est compliqué dans des startups qui sont un peu isolées et qui n'ont pas derrière une famille qui peut faire de la love money ou des amis qui ont les moyens d'investir dans la société. On rentre dans cette zone rouge, d'où l'idée de bien travailler à la création, la maximisation de ces fonds propres et ne pas dire on va démarrer avec un capital de 5 000 balles ou 10 000 balles, puis on verra par la suite. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On risque d'avoir des problèmes ensuite de financement du développement ou du financement de ce qu'on appelle la zone de mort, c'est-à-dire entre 3 et 5 ans. Statistiquement, c'est là que la start-up commence à rentrer dans des difficultés. Donc, on le sait, on l'anticipe et notamment, il nous faut un maximum de fonds propres. Enfin, les incidents de paiement sur le compte personnel. Et après, on va passer au témoignage. Moi, je vous invite aussi à bien régulariser vos comptes personnels si vous avez des difficultés sur vos comptes perso type découvert, rejet de chèque ou quoi que ce soit, parce que ça va avoir un impact en définitive sur, vous voulez créer une start-up, mais vous avez eu un accident
personnel, hein, sur votre compte personnel, bah, ça va vous mettre en rouge chez tous les banquiers. Hein. C'est pas, voilà, allez voir tous les réseaux bancaires, ils ont tous les mêmes comportements et vous verrez qu'en définitive, cet incident de paiement sur le compte perso peut avoir des répercussions à titre professionnel. Donc, je vous invite à être extrêmement vigilant là-dessus. Et moi, j'ai vécu des créations qui se passaient très bien, des jolis projets, et le start-upper m'avait caché, voilà, des difficultés financières personnelles suite à un divorce qui était en cours. Et quand j'ai appelé des banquiers pour leur demander, mais je ne comprends pas votre position, voilà, un très beau dossier, on a des compétences, on a des marchés qui sont prometteurs, et je ne comprends pas que vous ne financez pas cette boîte-là par rapport à d'autres. Bah ouais, mais Franck, on va vous raconter une autre affaire, donc vous n'êtes peut-être pas au courant, c'est que monsieur a des graves incidents réguliers sur son compte bancaire personnel, et pour nous, c'est niette, c'est rédhibitoire. Et ça, je ne le savais pas. Et je l'aurais su avant. J'aurais bâti ma stratégie, bien évidemment, complètement différemment, et je n'aurais pas présenté le dossier trop en amont, et j'aurais dit, on régularise déjà ça, et ensuite, on va discuter avec le banquier. Et ben, la start-up n'a pas vu le jour, et le projet est totalement abandonné, parce que maintenant, il est grillé au fer. Eh ben, tiens, on va discuter avec Kim, parce que Kim, voilà, start-upper, start-up qui se développe, créé qui se développe. Donc, il va nous expliquer, je vais passer la main à Sylvie pour le présenter, une présentation mutuelle, parce que c'est une entreprise que tu accompagnes avec la Caisse d'Épargne. Donc, Kim va nous faire un retour de start-upper sur sa relation, la gestion de sa relation bancaire, et il va même nous lancer sur un sondage. Alors, je suis enchantée d'accueillir Kim. Avec le Covid, il y a un petit moment qu'on ne s'est pas vu. D'autant plus que nous avons une relation assez étroite. Kim ne me contredira pas. Je pense qu'il va témoigner c'est un exemple parfait de l'accompagnement complet de l'écosystème innovation régionale. Et je suis assez fière de les accompagner, d'autant plus qu'il y a une très, 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 très belle évolution Kim va nous raconter. Kim ? Oui, merci. Merci Sylvie, merci Franck. Donc bonjour à tous. Je suis Kim Ludin, donc le cofondateur de CAP. Donc c'est une start-up de l'Insurtech, donc start-up de technologie dans le secteur de l'assurance. Alors je vais vous présenter très rapidement voilà, notre parcours. Arrêter le partage d'écran, continuer. Donc voilà, je vais vous présenter CAP. On a démarré en fait en avril 2016. Donc c'était une société qu'on a fondée avec deux autres fondateurs. Au départ, notre idée c'était comment finalement faciliter l'accès à la santé et par des moyens technologiques, donc de comparatifs. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a énormément effectivement bénéficié de l'écosystème régional. Donc, d'abord la BPI, les aides du réseau Entreprendre, les aides aussi de la région. Et ça, c'est vrai que voilà, c'était un tremplin très filiatif. Et puis, bien sûr, voilà, la relation bancaire. Donc, je voudrais revenir sur un aspect de la relation bancaire qui me semble essentiel, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres dans la relation bancaire, mais finalement, la relation de confiance, c'est vraiment un point clé. Et la relation de confiance, de mon point de vue, c'est sur trois niveaux. D'abord, confiance dans la personne, donc le start-upper, l'entrepreneur, confiance avec le banquier, confiance dans les chiffres. Et là, les chiffres, il faut être aussi accompagné pour bien présenter ces chiffres. Et là, donc, le rôle de l'expert comptable ou le conseil financier qu'on peut avoir est vraiment clé. Et puis ensuite, confiance dans le pilotage de l'entreprise. Donc, c'est vraiment important au départ, effectivement, d'établir une relation de confiance avec son banquier. Je dirais ses banquiers parce que nous, dès le départ, on a eu plusieurs banquiers.
Et c'est pas tant pour la mise en concurrence, même si effectivement ça peut être voilà, une préoccupation de s'assurer qu'on a qu'on paye les bons frais bancaires, etc., qu'on a les bons taux pour ses prêts, mais c'est plutôt aussi pour quelque part conforter la confiance dans ces banquiers qu'il y a d'autres qui vont effectivement suivre quand il y a un besoin de prise de risque. Ah, excusez-moi, j'essaie de partager l'écran là. Je recherche ma présentation. Je suis désolé. Alors, voilà, elle est là. Je partage l'écran. Donc, CAP, donc la SurTech. Alors, on a aujourd'hui 4 ans d'existence. Notre positionnement est celui d'une assurance santé éthique, rentable et en croissance. Donc, comme j'ai expliqué, notre sujet, c'était l'accès à la santé. On a voulu pour ça donc créer une offre de mutuelle santé qui adressait tous les besoins sur un territoire, une offre qui se positionnait avec un bon rapport garantie-prix grâce à des coûts d'acquisition qui sont faibles pour le digital et qui retourne aux fondamentaux de la mutualisation. Et puis on a voulu avoir ce positionnement éthique donc validé par un organisme extérieur, en l'occurrence le bureau Veritas, voilà, bureau de certification internationale, qui nous a apporté ce label assurance santé éthique. Donc on est parti de rien en avril 2016. Moi, j'ai un profil plutôt ingénieur système d'information et mon associé, lui, a un profil plutôt dans le secteur de l'assurance. Il était courtier au départ. Et donc, on a fondé CAP sur ce sujet d'accès à la santé. Alors, l'accès à la santé d'abord par l'offre de mutuelle et puis aussi par des services de e-santé, donc une composante technologique finalement assez forte. Donc, on a connu des années de forte croissance sur 4 ans. Bon, aujourd'hui, on a atteint un chiffre d'affaires de 3,3 millions d'euros et on a atteint enfin notre seuil de rentabilité et on a 25 salariés. Mais en dessous de cette vitrine, il faut aussi savoir que voilà, c'était loin d'être un long fleuve tranquille. Et c'est là où je pense que c'est intéressant de témoigner. Qu'est-ce qu'un banquier peut nous apporter dans les différentes phases de croissance et aussi de difficultés d'entreprise. Donc au départ, on avait donc des fonds propres grâce à un business angel notamment. On avait 300 000 euros. Et puis on a commencé à demander un crédit bancaire. Donc là, on était faire un peu le tour des banques dans notre région. On est situé à Toussy, dans une zone très rurale, donc dans Lyon. Et au départ, en fait, on s'est pas adressé aux bonnes agences. En fait, on s'est adressé à une agence très locale qu'on connaissait bien, mais en fait, quand on faisait des demandes de crédit, finalement, on s'est aperçu plus tard qu'on n'avait pas les bons interlocuteurs parce qu'évidemment, ils n'avaient pas le bon niveau de décision et effectivement, ils faisaient remonter le dossier, mais finalement, ils n'avaient pas tous les moyens d'argumenter autour du dossier. Et c'est ensuite qu'on a compris qu'il fallait qu'on s'adresse à une banque d'affaires qui, effectivement, était beaucoup plus capable d'adresser nos problèmes de start-up parce qu'on n'était pas comme une PME locale dans un environnement plutôt commerce et agricole. Donc ça, c'est le premier point, c'est trouver les bons interlocuteurs bancaires et assez rapidement s'adresser à un niveau de banque d'affaires donc qui est capable de traiter avec des entreprises innovantes. Ensuite, donc, le fait d'être connu au niveau de l'écosystème régional nous a beaucoup aidé puisqu'il faut établir une relation de confiance. Eh bien, la relation de confiance, elle s'établit dans un réseau. C'est-à-dire que vous êtes connu de la BPI, vous êtes connu de la CCI, vous êtes connu du réseau Entreprendre. Et donc, toutes ces personnes au niveau régional se connaissent également et donc vont pouvoir parler de vous de façon assez transparente. Et donc, si vous avez effectivement créé une relation de confiance avec ces différentes personnes, ça va générer un ensemble positif. Et donc, quand vous allez demander un crédit bancaire, effectivement, un emprunt, ça va être plus favorable. Ensuite, on a eu, donc en 2018, on a fait notre première levée de fonds.
voilà, avec la croissance et l'activité, on avait besoin de financer plus fortement notre recherche et innovation et puis également notre besoin de fonds de roulement. Et donc, on a voulu faire une levée de fonds qu'on avait initiée fin 2017 et qu'on pensait pouvoir se réaliser à mars 2018. Seulement, les choses ne sont pas exactement passées comme on avait prévu. C'est-à-dire que, effectivement, voilà, on avait des fonds d'investissement qui étaient intéressés, mais celui qui se positionnait comme leader, finalement, a pris beaucoup plus de temps que prévu pour se décider. Donc, finalement, on n'a pas levé les fonds qu'on escomptait. On voulait lever à peu près 1 million d'euros en mars 2018. Ça ne s'est pas fait et notre trésorerie s'est tendue. On était pris finalement par une lettre d'intention exclusive et donc on s'est retrouvé en juillet où là la décision n'était toujours pas prise de lever les fonds et on commençait à être à court de trésorerie. Et à ce moment-là, on a fait appel à nos partenaires bancaires, donc voilà, notamment la Caisse d'épargne au business, et on a expliqué notre situation de façon assez transparente. Et là, voilà, on a eu les soutiens de trésorerie dont on avait besoin, qui est absolument indispensable pour tenir. Et finalement, voilà, la levée de fonds s'est faite en novembre 2018, mais sans ce soutien bancaire, les choses auraient été voilà, très compliquées. Donc, je dirais que établir des relations de confiance, ça veut dire expliquer correctement son projet. C'est non seulement utile pour le court terme, mais c'est également pour passer des moments qui peuvent être voilà, difficiles, de façon à bénéficier des soutiens financiers quand on en a besoin. Voilà. Ensuite, on a connu une nouvelle période de croissance. Et donc, après, on a subi comme tout le monde voilà, le Covid. Et donc, au moment du Covid, bien sûr, c'est posé la question des PGE. Et encore une fois, le fait d'avoir eu des relations de bonne qualité avec la BPI, les partenaires bancaires et la région, nous a permis aussi voilà, de bénéficier de PGE qui ont permis finalement de faire face à une situation où il y avait à nouveau un décalage de levée de fonds de par le contexte Covid. Et donc, à ce moment-là, voilà, ça nous a permis d'avoir les financements pour poursuivre la croissance. Je vais demander à ce qu'on puisse lancer peut-être le premier sondage. Et puis le deuxième, voilà, d'ici quelques minutes. Donc, je dirais que voilà, le retour d'expérience le plus important, c'est finalement, est-ce qu'on a une relation de confiance qui est établie avec ses partenaires bancaires. Et donc, déjà, pour établir une relation de confiance, il faut effectivement avoir des échanges relativement réguliers. Donc, la première question, c'est voilà, combien d'échanges est-ce que vous avez par an avec vos partenaires bancaires? Voilà, je vois qu'il y a une majorité de gens qui ont 5 à 10 échanges, ce qui est déjà un très bon niveau. Et ça permet effectivement de mieux se connaître. Alors, dans cet échange, ce qui me paraît important, c'est d'expliquer de façon très pédagogique l'activité qu'on fait. C'est-à-dire que le banquier, voilà, c'est d'abord un spécialiste financier, c'est un expert financier. Et si vous voulez qu'il comprenne votre métier, il faut aussi que vous le traduisiez sous une forme aussi financière. C'est-à-dire que vous expliquez votre activité, ça c'est important, qu'il en comprenne le sens, qu'il ait aussi une certaine intérêt, attractivité, qu'ils comprennent en quoi ça contribue à l'activité économique régionale. Mais ce qui est important, c'est de traduire voilà, votre activité en éléments financiers. Et c'est là où l'aide d'un expert comptable ou d'un conseiller financier va vous aider à traduire votre activité en chiffres, hein, puisqu'à un moment, voilà, les experts parlent malgré tout aux experts, et donc c'est important que sur le plan des chiffres financiers, les choses soient très très claires. Je propose qu'on lance le deuxième sondage. Donc,
ensuite, l'autre élément le rapport avec son banquier, c'est d'essayer de lui faire comprendre les besoins qu'on peut avoir aux différents stades de développement. C'est-à-dire que au départ, par exemple, voilà, notre besoin, bon, c'était des besoins d'emprunt, et puis ensuite, on a eu des problématiques un peu plus techniques qui étaient est-ce qu'on va pouvoir finalement faire nous-mêmes des prélèvements bancaires pour des clients, on a besoin de systèmes pour finalement rapprocher nos différents comptes et puis pouvoir faire des virements de plus en plus facilement. On a besoin également de placer la trésorerie sur des comptes à terme. Et là également, il faut avoir une relation régulière pour que le banquier comprenne en fait les besoins que vous avez à des instants T. Voilà, donc le sondage actuellement, c'est combien de conseillers avez-vous eu au cours des 5 dernières années? Donc, je vois que la majorité ont eu 2 conseillers. Donc, 2 conseillers en 5 ans, ça semble être finalement une norme, vu la rotation des conseillers dans un système bancaire. Malgré tout, voilà, une durée d'entreprise, c'est souvent, quand ça se passe bien, au-delà de 2 ans et demi, au-delà de 3 ans, 5 ans. Et donc, il faut effectivement assurer une certaine continuité. Donc, c'est intéressant que les personnes qui évoluent en fait au sein d'un système bancaire, également vous suivre. Donc, voilà, c'est le cas de la relation qu'on a eue avec Sylvie, qui nous a effectivement régulièrement mis en contact avec des nouveaux conseillers, mais on savait qu'on avait aussi une relation pérenne dans le temps. Et ça, c'est important aussi pour comprendre l'historique de la société. Voilà. Donc, je propose qu'on passe au dernier sondage, voilà, qui est celui finalement de l'évaluation de la relation avec vos partenaires bancaires. Et avant même de voir le résultat, je dirais que une relation, c'est toujours 2 personnes. Et pour que la qualité d'une relation soit bonne, finalement, c'est les 2 qui doivent contribuer. Donc, le choix, effectivement, d'un conseiller avec lequel vous avez un bon niveau de dialogue, c'est important. Donc, c'est aussi quelque part rassurant que dans un monde de chiffres, voilà, les rapports humains, finalement, sont toujours les plus importants. Donc, avoir une relation de bonne qualité, ça permet de mieux se comprendre et c'est important de façon à maintenir une relation pérenne. Donc, indépendamment des questions voilà, de la banque elle-même, la qualité de la relation avec le conseiller, c'est une question interpersonnelle et c'est ça auquel il faut veiller dans le temps. Donc, je vois que voilà, la plupart des participants ont plutôt des bons niveaux de relations, puisqu'on est entre 5 et 3. Donc, voilà, donc ça, c'est effectivement des conditions pour un bon niveau de dialogue entre banquiers et start-upers. Merci beaucoup, Kim. Merci à vous. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou on va redonner la main à Coralie, peut-être. Alors, j'ai pas noté de questions, mais après, justement, n'hésitez pas, comme je vous mettais dans le en direct. Voilà, vous pouvez noter vos questions. Moi, je vais les retransférer donc aux animateurs, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, si Sylvie, tu veux rebondir aussi sur ce qu'a dit Kim par rapport aux relations avec les startups, n'hésite pas aussi à intervenir dans ce cadre-là. Ouais, on en a déjà pas mal parlé, effectivement. Alors, Néo Business, on est un peu une start-up, nous aussi, au sein de la Caisse d'épargne. Donc, effectivement, on a un peu pivoté, comme on dit dans le vocabulaire start-up. Au départ, j'avais des clients en portefeuille quand j'ai créé Néo Business. Aujourd'hui, nous avons 2 chargés d'affaires. Alors, moi, je suis un peu passionnée par le milieu de l'innovation et les premiers clients de Néo Business sont un peu mes chouchous.
Donc, effectivement, je suis leur activité, même si ce n'est plus moi qui gère leur compte en direct. On est régulièrement en relation. Et c'est ça, effectivement, je crois qu'on joue notre rôle de banquier quand on accompagne nos clients au mieux, en les aidant et en échangeant et en leur disant les choses aussi. Parce que tout n'est pas toujours rose. Hein, et moi, je considère que c'est aussi notre rôle et le rôle de l'expert comptable de dire aux entreprises quand il faut aller autrement ou redresser la barre autrement. Alors, merci beaucoup, Kim, pour ce témoignage très instructif d'une start-up en plus qui a connu un fort développement extrêmement rapide, c'est quand même assez rare et il faut le souligner, donc c'est tout de suite remarquable et bravo. Merci à vous. Nous sommes dispo justement pour une série de questions-réponses si vous le souhaitez et profitez, il y a un banquier qui est là, une banquière, donc en profitez, c'est le moment de la torture. Merci beaucoup, Kim. Merci à vous. À bientôt. Donc justement, il y a des questions, il y en a déjà une que je vous ai envoyée, tu verras dans la partie dialogue. N'hésite pas à regarder. Ouais. Voilà. Alors, attends. C'est laquelle? Tu peux nous la lire, ça sera le plus simple. Parce que je ne la trouve pas. C'est quoi, dis-moi? Je vais la lire directement, ça sera plus simple. Exactement, oui. Alors, c'est qu'entendez-vous par perte de la moitié du capital social pour l'évaluation de la cote société? Alors, la mécanique est assez simple. Vous partez, alors c'est une position très bilancielle, hein, qui a quand même une traduction financière à un certain moment, mais lorsque vous prenez votre bilan, vous regardez le montant du capital que vous avez en compte, par exemple un capital, je ne sais pas, 10 000, 30 000, 100 000, partons sur un capital par exemple de 50 000 euros, et si vous avez fait des pertes dans l'exercice ou des pertes antérieures qui se cumulent, donc dans ces cas-là, vous avez donc au bilan, à votre passif, en haut du bilan passif, vous avez donc un report des déficits qui va apparaître et pour former le capital, les capitaux propres, on regarde et on additionne capital, les pertes ou les bénéfices de l'année et les réserves ou les reports déficitaires des années précédentes. Et lorsqu'on compile tout ça, lorsque, en définitive, les fonds propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social suite à des pertes, donc dans mon exemple, capital de 50 000 et vous avez une perte de 40 000 par exemple, donc 50 moins 40 000 de déficit, je tombe à des fonds propres de 10 000, la moitié de mon capital était de 25 000, hein, il était au total de 50 divisé par 2, ça fait 25. Mes fonds propres sont de 10 000, je suis en dessous de la moitié de mon capital social et s'enclenche, donc dans ces cas-là, juridiquement, des opérations, puisque vous allez devoir tenir une assemblée dans les 4 mois qui a validé les comptes, de tenir une assemblée qui va décider de la poursuite ou pas de l'activité et quelles sont les conditions de cette poursuite d'activité. Mais s'il n'y avait que ça sur le terrain juridique, ce n'est pas trop l'élément le plus perturbant parce que vous pouvez dire que vous allez refaire des bénéfices, par exemple, tout simplement. Et si vous n'en faites pas l'année suivante, ce n'est pas un drame puisqu'il n'y a aucune sanction juridique. Donc, vous voyez que ce n'est pas très prégnant sur le terrain juridique. Là où ça va être très prégnant, c'est sur la cotation bancaire qui va être donc, gravement dégradée et se ferme alors des dispositifs d'accompagnement à la BPI, à la région et chez nos amis banquiers, puisque cotation bancaire dégradée. Donc, être vigilant sur ce ratio de la perte de la moitié du capital social qui, sur le terrain juridique, il y a quand même un élément fort qui n'est pas joyeux, c'est que votre CABIS, qui est consultable par tout le monde, hein, et qui est consultable par vos clients et vos partenaires, va être actualisé, on ne vous demande rien, il va s'actualiser tout seul par le greffe qui va inscrire sur le CABIS que vous avez perdu la moitié du capital social. Alors, autant dire que vos clients et partenaires qui aimeraient travailler avec une entreprise qui présente un gage de pérennité, cette inscription sur le CABIS, ce n'est pas jobard. Est-ce qu'on a répondu à la question?
Oui, et d'ailleurs, j'en ai plusieurs encore de questions. J'ai une autre question, c'est: je démarre mon entreprise le 1er mars 2021. Quand prendre contact avec mon banquier pour présenter mon projet avec un but de demande de prêt ou prêt d'honneur initiative Jura? Dès que le business plan est bien avancé et qu'il y a déjà une ébauche de prévisionnel faite. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller voir son banquier avec un business plan qui n'est pas complètement arrêté, mais faire un pré-buzz, demander des conseils à son banquier, justement, hein, qui est de dire, voilà, j'aimerais vous présenter bientôt un projet, voilà un petit peu les grandes lignes. Donc, c'est d'arriver plutôt avec quelques vignettes de présentation, un diaporama assez succinct, mais ensuite, les vraies discussions vont s'entamer lorsque le business plan sera complètement finalisé. Sachant qu'on est pas mal sur l'accompagnement, hein, notamment dans le milieu de l'innovation. Moi, il y a des startups que je reçois 2-3 fois avant qu'elles deviennent clientes ou qu'on monte un dossier de prêt. Hein. Et si vous êtes en création, ne pas oublier d'aller voir Réseau Entreprendre, BPI. Donc, Réseau Entreprendre, c'est prêt d'honneur à taux zéro. À titre perso, que vous réinjectez en capital dans la société, ou BPI, donc soit de la Presta-Inno, soit de la bourse French Tech, soit éventuellement de la garantie au prêt bancaire suivant votre secteur d'activité. Mais là, vous pouvez aller voir votre banquier maintenant si vous avez déjà une idée de votre projet, parce que ça permet aussi d'avoir une autre lecture de votre dossier. Okay. Alors, j'ai une autre question, c'est: on a vu les cotisations Banque de France dans les diaporamas. Comment se présentent les cotations des banques directement, notes, lettres, et comment connaître notre note auprès de notre banque? Ben, on en a parlé. Hein. Ah, auprès de la banque. Oui. Alors ça reste confidentiel. Oui. Et les établissements notent différemment. Il n'y a pas une banque qui a la même codification. Hein. Chaque banque, elle a l'obligation de coter individuellement. Bon, ça, c'est une chose. Mais maintenant, ensuite, elle met en œuvre sa propre cotation qui n'est pas celle du voisin. Et cette cotation va rester confidentielle. Alors, certainement qu'il y a moyen de discuter avec le banquier pour savoir un petit peu quelle est la vision de la banque sur son entreprise, mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de communication comme on peut l'avoir avec la Banque de France. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où le bilan est relativement sain, où le fonctionnement bancaire est normal et où la cotation Banque de France n'est pas dégradée, il n'y a pas de raison que vous soyez mal noté. On voit par exemple, si vous avez un mois ou deux, s'il y a déjà des prêts qui n'ont pas été payés, s'il y a des dépassements réguliers du découvert autorisé. Alors déjà, vous pouvez voir notre banquier parce que peut-être qu'il n'est pas tout à fait bien ajusté, ce découvert autorisé. Là, il n'y a pas de règles, enfin, il y a des règles, mais qui sont propres à chaque réseau. Et surtout dépendantes du secteur d'activité. A priori, si tout fonctionne bien, il n'y a pas de raison que vous soyez mal coté. Maintenant, c'est une discussion à avoir avec son banquier. Justement, on parlait de transparence. Je pense que cette transparence doit se jouer bien évidemment dans les deux sens. Et il y a moyen de, sauf avoir le degré précis, c'est simplement de demander à son banquier quel est le regard de la banque sur son entreprise et comment elle a évolué ces dernières années. L'intérêt d'avoir la cotation de son établissement bancaire, si on ne connaît pas celle des autres pour se comparer, mais votre banquier, de toute façon, vous dira plus ou moins, attention, il y a eu des incidents de paiement, j'aurais peut-être un peu plus de mal à faire passer un dossier où il y a… Alors, sachez qu'avec la Covid-19, nous, on a figé les cotations en février pour pas que la crise sanitaire dégrade les cotations de nos clients et donc l'octroi de prêts ou le taux des prêts. Chez nous, les cotations ont été figées en février. Ok. D'autres questions, Coralie? Oui, il y a d'autres questions. C'est marqué: bonjour, eau de bilan dégradé en attente d'une levée de fonds retardée par le Covid, quelle solution? À part une recapitalisation, déjà, souvent, ça va être la solution pour représenter une situation financière un peu plus propre. Il est vrai que, en plus, la crise du Covid ne nous arrange pas beaucoup à ce niveau-là. Donc, mais il va falloir probablement passer par une recapitalisation. Alors, c'est une levée de fonds qui peut être compliquée, surtout si on n'a pas fait complètement la preuve du concept. Et d'autre part, il faut aussi aller voir les dispositifs, notamment des prêts d'honneur, puisque les prêts d'honneur, je ne sais
pas où cette entreprise est située, mais pour ceux qui concernent la région Bourgogne qu'on connaît bien, les prêts d'honneur donc, du réseau Entreprendre ou du réseau Initiative sont considérés comme des quasi-fonds propres. Donc, ça reste du prêt personnel qui est apporté à la société. OK. On va les faire apparaître dans le compte courant d'associé dans la société. Ce n'est pas des fonds propres sur le terrain bilanciel. Comptablement, ce ne sont pas des fonds propres, mais pourtant, l'analyse financière du banquier va être notamment de les considérer comme des quasi-fonds propres. Donc, ça participe à l'amélioration de sa présentation bilancielle, mais ça, c'est limite, parce que d'abord, c'est de l'endettement personnel. Donc, évidemment, et ça dépend du montant. Alors, je vais compléter le propos de Franck, parce que comme Kim l'a précisé tout à l'heure, ça dépend où en est la levée de fonds. Alors, vous allez me dire que c'est une réponse de Normand, mais ça dépend où en était la levée de fonds. Est-ce qu'il y a eu une lettre d'intention? Est-ce qu'il y a eu des marques d'intérêt sérieuses? Ou est-ce que vraiment le dossier de levée de fonds était à peine au démarrage? Donc ça, c'est un facteur qu'on va prendre en compte. Et ensuite, tout dépend, je rebondis sur Franck encore, sur la preuve du concept, ça dépend où en est votre société. Est-ce qu'il y a des marques de commercialisation auquel cas on peut arriver avec un prêt, donc nous c'est le prêt innovation garanti par le FEI, on peut arriver compte tenu du différé à faire le joint avec une levée de fonds, sachant que BPI a mis au point aussi, ça doit s'appeler quelque chose comme French Bridge, je ne sais plus exactement, une technique, enfin d'obligations convertibles pour pallier à un décalage de levée de fonds. D'autres questions, Coralie? Oui, alors il y a une autre question, mais c'est par rapport à une question que vous avez déjà répondu. C'était par rapport à la perte de la moitié du capital social. Il répondit en disant les pertes concernent alors les pertes d'exploitation, rien à voir avec la diminution de fonds propres dus à l'investissement, par exemple. J'ai pas compris. Oui. Non. Vous la relire si vous voulez, parce que il demande si les pertes concernent alors les pertes d'exploitation, rien à voir avec la diminution des fonds propres dus à l'investissement, par exemple. Alors, oui, je suis expert comptable. Alors, oui. je donne juste mon avis, Franck va développer. On parle d'un côté d'un compte de résultat et de l'autre côté d'un bilan. Oui, exactement. Donc, non, on regarde réellement la situation bilancielle. Hein. Donc, on prend le bilan, actif-passif. On regarde parce que pour qu'il perde la moitié du capital social, il y a eu forcément déficit. Donc, on prend le compte de résultat, on regarde ce déficit et on l'additionne au montant du capital social et on regarde ce que ça donne par rapport à cette notion de fonds propres devenus inférieurs à la moitié du capital social. C'est déconnecté de tout élément, notamment de la trésorerie, bien que, in fine, si on a fait des pertes, c'est qu'on a mangé de la trésorerie à un moment ou à un autre. OK? Après, je reprécise, résultat négatif, ce n'est pas rédhibitoire pour les banques, notamment dans l'innovation. Ce qui est plus rédhibitoire, c'est des fonds propres négatifs. Cette notion de perte. Si vous avez fait une levée de fonds de 10 millions d'euros et que votre résultat est de moins 1 million d'euros, moi, ça ne va pas me déranger outre mesure. OK. Quoi d'autre? On a encore une autre question. Alors c'est puis-je placer un prêt d'honneur en capital pour éviter les soucis que vous souleviez tout à l'heure, en plus de mon apport en capital, bien sûr? Bien sûr. Enfin, nous, on le conseille même. Alors, moi, je ne le conseille pas forcément. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le banquier et les autres accompagnants éventuels des BPI et régions, peut-être d'autres financiers d'ailleurs, vont les considérer comme des quasi-fonds propres. Donc, même s'ils restent en compte courant d'associés, ils sont on encaisse à titre personnel, mais on l'apporte à la société, on fait un prêt à la société, donc on ouvre et on crée un compte courant d'associés. Les financiers vont les considérer comme des quasi-fonds propres. Bien. Donc, il n'y a pas besoin en soi de les apporter au capital. Sauf que maintenant, et c'est préférable d'ailleurs, parce qu'à un moment, il va falloir retirer de l'argent pour rembourser à titre personnel ce prêt d'honneur. Et sortir de l'argent de la société, si c'est un retrait de compte courant d'associé, il n'y aura pas de charge sociale, il n'y aura pas de fiscalité personnelle sur les sommes qui sont sorties de ce compte courant d'associé. Vous avez apporté de l'argent, vous en retirez,
tous les mois une quote-part pour rembourser votre prêt personnel, on ne passe pas par la case cotisation sociale ou impôt sur le revenu. En revanche, si je l'apporte en capital, sauf à faire des réductions de capital tous les mois qui seraient extrêmement coûteuses sur le terrain juridique, l'argent que je vais devoir sortir, il y a un moment, ça risque d'être une distribution de dividendes quand c'est possible, mais en tout état de cause, au moins une rémunération, pas dire une surrémunération, pour pouvoir sortir de l'argent afin que je puisse payer, moi, mon prêt personnel. Et qui dit rémunération égale cotisation sociale égale impôt sur le revenu. Donc, nette préférence pour un apport en compte courant d'associé et retrait périodique tous les mois pour rembourser ce prêt personnel, retrait du compte courant d'associé. Maintenant, et actuellement, nous connaissons quelques difficultés où, sur l'analyse des fonds propres, justement, les BPI, régions ou autres, nous demandent à ce que ça soit plutôt considéré comme apporté en prêt et aussi à cause de conditions, notamment de blocage de compte courant. La BPI, la région notamment, pour ne pas la citer, nous rencontrons actuellement des difficultés qui sont liées à leur règlement. Hein, ce n'est pas lié aux personnes, aux chargés d'affaires. Ils nous disent, écoutez, moi j'ai un règlement, je dois faire vivre ce règlement et le faire respecter. Et si on me demande de bloquer votre compte courant d'associé comme condition suspensive à l'octroi du prêt régional de la BPI, si j'apporte ce prêt d'honneur en compte courant, mais qu'ensuite je ne puisse pas retirer ce compte courant parce qu'un autre investisseur me demande de bloquer ce compte courant, autant le mettre en capital. On a eu de nombreuses discussions entre nous, hein, notamment lorsque l'État était en train de construire son PGE et que toutes les banques étaient en train de bosser dessus. Et avec BPI, ça a soulevé beaucoup de questions, de débats. Alors, Franck a tout à fait raison hein, pour le compte courant. Après, nous, de notre côté, de plus en plus, on aime bien avoir du capital plutôt que des comptes courants. Évidemment, quand il s'agit du prêt d'honneur ou d'une création d'entreprise, hein, plutôt que des comptes courants qui, en fait, peuvent être retirés du jour au lendemain et ce qui peut déstabiliser quand même la structure bilancielle. Alors, moi, j'ai proposé à ce titre-là, d'ailleurs, à nos intervenants habituels qu'on a un moment une table ronde, en tout cas localement. Et je sais qu'il y a des discussions qui sont en cours à Dijon Métropole, parce qu'on pourrait très bien effectivement exiger un blocage des comptes courants, mais permettre, donc dans ces cas-là, pour éviter que le dirigeant se barre avec la caisse aux Caraïbes avec l'argent de la société et vide son compte courant associé, et je peux comprendre que les investisseurs soient vigilants là-dessus. Il suffit de bloquer le compte courant d'associé et d'autoriser son déblocage à hauteur des remboursements mensuels des prêts d'honneur. Et le tour est joué. Et pour le moment, ils ne veulent pas inscrire une clause particulière. On bloque tout, ou alors on n'offre pas les dispositifs financiers. Donc nous arrivons à des situations un peu ubuesques. Et actuellement, la solution, c'est d'apporter en capital tant qu'à faire. C'est un peu le pendant de notre écosystème dynamique et où on se connaît tous et où il y a des effets de levier entre nous. Et effectivement, on est un peu tributaires aussi les uns des autres. D'autres questions? Alors oui, il y a une dernière question. Si vous disiez que le dirigeant était aussi coté à titre personnel en plus de l'entreprise, pourquoi y a-t-il une différence? Avez-vous un exemple pour qu'on comprenne bien? Ah oui, sans problème. Alors, par exemple, un chef d'entreprise, un dirigeant, personne physique, qui a déposé le bilan il y a quelques années ou qui a déposé le bilan va être coté XP, si je ne m'abuse. Si cette personne vient faire un prêt pour une entreprise, une création ou même du développement, on verra qu'il a fait faillite ou qu'il a déposé le bilan il y a quelque temps. Pour nous, ce n'est pas quand même un gage de… Alors, je vais essayer de peser mes mots hein, parce que on ne porte pas forcément de jugement parce que l'histoire fait qu'on a tous droit à des revers de médaille, si je puis dire. Néanmoins, de prime abord, ce n'est pas quelque chose qui inspire confiance. Ou on va demander des explications. Donc, il y a l'entreprise personne morale, donc il y a un numéro de SIRET qui est coté individuellement.
et le dirigeant de cette entreprise ou l'entrepreneur individuel, si tel est le cas, qui est coté de son côté, en tant que personne physique. Tout comme un dirigeant de société qui est interdit bancaire à titre perso, si on prend sa caution ou si on a des garanties, souvent dans les organismes de garantie, ne se portent pas garant si le chef d'entreprise est interdit bancaire. Voilà. Donc ça nous bloque dans les contrats de prêt et c'est complètement rédhibitoire. Alors si en plus on prend la caution de quelqu'un qui est interdit bancaire, enfin moi je ne présente même pas le dossier au comité des engagements, il sera refusé. D'autres questions? Peut-être une dernière question éventuellement avant Non, c'est terminé, on n'a plus de questions. Vous avez tout répondu. Eh ben, très bien. J'espère qu'on vous a éclairé toutes et tous sur cet aspect particulier de la gestion de sa relation bancaire et qu'on a bien vu qu'il était important de savoir bien la gérer. Prochaine masterclass, donc ça sera le 4 décembre, je crois. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Le 4 décembre, et sur un thème, ma foi, récurrent dans nos startups, qui est le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation. Nous tâcherons de décrypter assez simplement, de manière très pédagogique, pour connaître les trucs, les astuces et les règles de fonctionnement globales, en sachant également que nous n'aurons pas le temps de rentrer dans le détail, évidemment, des dispositifs, de ces deux dispositifs, mais l'essentiel sera dit, et en sachant que la loi de finances 2021 nous amène des nouveautés qui sont, ma foi, pas des bonnes nouveautés pour l'optimisation de ces crédits d'impôt recherche. Donc, ça sera l'occasion de 4 décembre, même si les textes ne seront pas encore votés, ça sera l'occasion quand même d'anticiper ce qui risque d'arriver d'ici fin 2021 d'ailleurs. Donc, ça nous laissera le temps en 2021 pour réorganiser peut-être certains travaux de recherche. Je vous en reparlerai le 4 décembre. Je n'arrive pas à répondre à Jean-François en direct, donc je vais le faire à l'oral. Merci Jean-François, à bientôt, avec plaisir. Ok, merci, à bientôt. Merci à tous, au revoir. Pour la masterclass du 4 décembre. Bye bye, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.